Dans une salle d'audience du tribunal de Nanterre, Julia Krottsova, 45 ans, observait son mari, Vincent, assis à l'autre bout de la pièce, un sourire arrogant sur le visage. Il semblait se délecter de la situation, comme s'il avait déjà en main les clés de son appartement. Son attitude lui donnait des frissons, mais elle s'efforçait de rester calme. Cela faisait 5 ans qu'ils étaient mariés, et maintenant, il tentait de lui prendre tout ce qu'elle avait construit avec tant de peine. Vincent était accompagné de son avocat, un homme à l'allure soignée, qui poursuivait son discours avec une assurance déconcertante. « Monsieur le juge, mon client a droit à la moitié des biens acquis durant le mariage, y compris un héritage considérable que Madame Krottsova a reçu pendant cette période. » Le ton de l'avocat était celui d'un homme qui savait qu'il avait un atout dans sa manche. Les documents qu'il présentait étaient une liste détaillée des biens, tous soigneusement rédigés pour justifier les prétentions de Vincent. Julia pouvait sentir l'intérêt croissant du public dans la salle, intrigué par l'ampleur de l'affaire. Des journalistes de médias économiques et des blogueurs spécialisés dans les affaires judiciaires avaient fait le déplacement, attirés par les rumeurs d'une fortune colossale et d'une femme d'affaires reconnue. La juge, Madame Rybina, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés, feuilletait les documents avec un visage impassible. Elle avait vu des cas similaires pendant plus de 20 ans, mais Julia avait le pressentiment qu'elle n'était pas prête pour ce qu'elle s'apprêtait à révéler. Vincent, se retournant légèrement, lui adressa un sourire triomphant qui lui fit monter la colère. C'était l'homme qui, autrefois, lui apportait le café au lit, celui qui jurait qu'il l'aimait pour son âme et non pour son compte en banque. 5 ans de mariage, et tout cela n'était qu'un mensonge. La salle, avec ses murs gris et son ambiance pesante, semblait étouffante. Dehors, le bruit de la circulation parisienne continuait, tandis que sa vie était disséquée devant des inconnus. Elle serra son sac à main, sentant la présence d'une chemise de documents à l'intérieur, celle qui pourrait tout changer. La juge, Madame Rybina, se tourna vers elle. « Madame Krottsova, que pouvez-vous dire en réponse aux demandes formulées ?» Julia se leva lentement, son cœur battant la chamade, mais sa détermination était plus forte que jamais. C'était le moment qu'elle attendait, celui où la cupidité de Vincent allait se retourner contre lui. « Madame la juge, je pense qu'il est essentiel que le tribunal prenne connaissance de certains documents. » En repensant à leur histoire, elle aurait dû voir les signes avant-coureurs plus tôt. Vincent était entré dans sa vie à un moment où elle était vulnérable, juste après la mort de sa grand-mère, la personne qui lui était la plus chère. À l'époque, elle avait 40 ans et dirigeait sa propre entreprise de conseil, spécialisée dans l'optimisation des processus pour les petites entreprises. Ses succès étaient modestes, et elle n'avait guère de temps pour sa vie personnelle. C'est lors d'un forum professionnel à Nice qu'elle avait rencontré Vincent, un homme charismatique, attentif, qui semblait réellement intéressé par son travail. « Tu es une génie », disait-il en observant ses analyses financières. À l'époque, elle pensait qu'il était impressionné par son intelligence. Aujourd'hui, elle réalisait qu'il avait surtout vu une opportunité. Leur romance avait pris un tournant rapide, avec des dîners dans des restaurants étoilés et des week-ends romantiques. Vincent, bien qu'il travaillait comme commercial dans une grande entreprise, avait toujours les moyens de financer leurs sorties luxueuses. « Je crois aux investissements dans ceux qui me sont chers », disait-il, alors qu'elle s'interrogeait sur ses dépenses. Flattée par son attention et sa générosité, elle n'avait pas remarqué qu'il tissait une stratégie à long terme. 8 mois plus tard, Vincent lui avait fait sa demande, et elle avait hésité. Sa grand-mère lui avait toujours conseillé de se méfier des hommes pressés. Mais Vincent était insistant. « La vie est trop courte pour attendre », répétait-il. L'offre avait été grandiose, un banquet privé sur une péniche sur la Seine, un quatuor à cordes jouant leur mélodie préférée. L'anneau était somptueux, probablement plus cher que son salaire annuel, mais à l'époque, elle n'y pensait pas. Son avocate, Claire, avait insisté pour qu'il signe un contrat de mariage.
Chaque femme qui réussit a besoin de protection, avait-elle dit. Bien que cela ne soit pas romantique, c'était sage. Julia avait craint d'aborder le sujet avec Vincent, redoutant qu'il pense qu'elle ne lui faisait pas confiance ou qu'elle était plus préoccupée par l'argent que par l'amour. Mais sa réaction l'avait surprise. Il avait ri et balayé ses inquiétudes d'un geste. Pas de problème, ma chérie, fais comme tu le sens. Je ne me marie pas pour ton argent, mais pour toi. Il avait signé le contrat sans même le lire, plaisantant sur le fait que l'amour n'avait pas besoin de petits caractères. Sa légèreté l'avait convaincue qu'elle s'inquiétait pour rien. C'était juste une formalité romantique, avait-il dit, en apposant sa signature avec une grande assurance. Julia ressentait un soulagement face à la compréhension de Vincent, à sa volonté de dissiper ses doutes. Son avocate, Claire, avait rédigé le contrat de mariage avec soin, protégeant non seulement ses actifs actuels, mais aussi tout héritage futur ou la croissance de son entreprise. Les biens de ta grand-mère finiront par te revenir, lui avait-elle rappelé. À l'époque, Julia pensait qu'elle était trop prudente. Aujourd'hui, elle comprenait à quel point Claire était perspicace. Le véritable choc survint 1 an et demi après leur mariage, lorsque le notaire l'appela au sujet de l'héritage de sa grand-mère. Celle-ci lui avait laissé tout, une maison à Évry, un portefeuille d'investissement, une collection de livres rares et 250 millions d'euros dans des fonds soigneusement gérés. C'était bien plus que ce qu'elle avait imaginé. Cet héritage changea instantanément sa situation financière. La réaction de Vincent fut révélatrice, bien qu'elle ne lui accordât pas d'importance sur le moment. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle lui annonça la nouvelle. 250 millions, répéta-t-il, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Julia, nous sommes désormais à l'abri. Ce « nous » aurait dû être un premier signal d'alarme. À partir de ce moment, les habitudes de consommation de Vincent changèrent radicalement. 6 mois plus tard, il quitta son emploi, déclarant qu'il voulait explorer de nouvelles opportunités et être à ses côtés pour soutenir son succès. En réalité, il dépensait son argent comme s'il s'agissait de son propre compte. Il loua une berline haut de gamme, prétendument pour le réseautage, investit 3 millions dans le restaurant d'un ami sans lui en parler, et perdit tout lorsque l'établissement fit faillite 1 an plus tard. Il réservait des voyages de luxe, rejoignait un club de golf privé à Évry et commença à s'habiller comme s'il avait toujours fait partie de la haute société. Chaque fois qu'elle remettait en question un achat, il lui rappelait « Nous sommes partenaires, et les partenaires doivent se faire confiance sur les questions financières. » Le tournant survint il y a 6 mois. Julia découvrit que Vincent racontait dans son club de golf que l'héritage était de l'argent familial, leur appartenant à tous les deux. Il se présentait aux investisseurs comme un entrepreneur, omettant de mentionner que tous ces investissements provenaient des économies soigneusement conservées de sa grand-mère. Lorsqu'elle le confronta à ses mensonges et à son gaspillage, Vincent se défendit d'abord, puis passa à l'attaque. « Tu agis comme si c'était un secret que j'ai épousé une femme riche. Tout le monde sait que tu avais besoin de quelqu'un comme moi pour profiter de la vie. Avant moi, tu étais juste une travailleuse solitaire sans vie personnelle. » Ces mots la blessèrent, car il y avait une part de vérité. Elle avait effectivement été seule, et Vincent avait apporté de la joie et de la compagnie dans sa vie. Mais elle comprit qu'il jouait un long jeu, se positionnant comme son sauveur tout en planifiant de s'approprier tout ce qu'elle avait hérité. La goutte qui fit déborder le vase fut une conversation entre Vincent et son avocat sur une application de messagerie. Ils avaient planifié leur divorce pendant plusieurs mois, choisissant le moment le plus propice pour maximiser leurs gains. Vincent avait même étudié le code civil et la jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris, tentant de justifier son rôle dans leur mode de vie pour revendiquer une plus grande part. C'est alors qu'elle reprit contact avec Claire et déposa elle-même une demande de divorce. Elle refusait de laisser Vincent contrôler le processus. S'il voulait se battre pour l'argent de sa grand-mère, qu'il essaie. Mais tout ne se passerait pas comme il l'espérait. Maintenant,
debout dans cette salle d'audience, elle était prête à montrer à Vincent et à tous les autres où sa cupidité l'avait menée. Elle fouilla dans son sac et en sortit un dossier en carton rigide, celui que Claire avait préparé spécialement pour ce moment. Un silence de mort s'installa dans la salle, interrompu seulement par le bruissement des papiers et le bourdonnement de la climatisation. L'expression confiante de Vincent vacilla légèrement alors qu'il la voyait s'approcher de la table du juge. « Madame la juge, dit-elle d'une voix claire et posée. Je pense qu'il est nécessaire que la Cour prenne connaissance de ce document avant de commencer à discuter du partage des biens. » La juge, Madame Renaud, tendit la main et accepta le dossier. « De quel document s'agit-il, Madame Krovtsova ? » « C'est le contrat de mariage, votre honneur, celui que mon époux a signé avant notre mariage il y a 5 ans. » L'atmosphère dans la salle se tendit instantanément, comme si quelqu'un avait activé un courant électrique. L'avocat de Vincent, Monsieur Lefebvre, se leva brusquement, comme piqué par une abeille. « Votre honneur, nous n'avons pas été informés de l'existence d'un contrat de mariage. C'est inacceptable. » « Rasseyez-vous, Monsieur Lefebvre, » coupa la juge Renaud, déjà en train d'ouvrir le dossier. « Je vais examiner les documents et déterminer leur validité juridique. » Julia retourna à sa place, ne quittant pas Vincent des yeux. En l'espace de 30 secondes, son visage passa par toutes les étapes, de la confiance à la confusion, puis à une panique presque palpable. Il chuchotait frénétiquement à son avocat, pointant du doigt la juge. Des bribes de leur conversation parvinrent à Julia. Elle n'en a jamais parlé. Comment est-ce possible? Claire, à ses côtés, restait impassible comme un roc. Elle avait préparé ce moment pendant des mois, peaufinant chaque détail de leur stratégie. Regarde simplement, murmura-t-elle avec un léger sourire. La juge Renaud examinait le contrat avec attention, page après page. Le document était complet. Claire s'était assurée de cela 5 ans plus tôt. Il y était clairement stipulé quels actifs étaient protégés, quelles dettes restaient personnelles, et surtout, comment ils seraient répartis. La juge, Madame Renaud, leva les yeux du dossier qu'elle examinait. Après quelques minutes de silence, elle annonça d'une voix ferme, « Il s'agit d'un contrat de mariage dûment établi. Il est daté de 6 semaines avant votre union, authentifié par un notaire de Paris, et signé par les 2 parties avec une explication claire de leurs droits et obligations. » L'avocat de Vincent, Monsieur Lefebvre, blêmit, son visage trahissant une panique soudaine. Julia, assise à sa place, comprit que l'avocat avait engagé une procédure de partage des biens sans avoir fait les vérifications nécessaires. Comme Vincent, il était persuadé que leur mariage était une simple formalité, avec l'espoir d'un partage équitable. « Votre honneur » s'exclama Vincent, se levant brusquement, sa voix tremblante trahissant son agitation. « Je dois voir ce document. Je ne me souviens pas avoir signé quelque chose de ce genre. » Madame Renaud leva un sourcil, visiblement surprise par cette réaction. « Monsieur Vardon, veuillez vous rasseoir et laisser votre avocat gérer cette affaire. » Mais Vincent, déjà en proie à la panique, ne pouvait contenir son désarroi. « Julia, qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne m'as jamais dit que c'était un piège juridique. » La voix de la juge résonna dans la salle comme un coup de fouet. « Un mot de plus et je ferai appel à l'huissier pour vous faire expulser de la salle avec un rapport d'infraction administrative. » Elle se tourna vers l'avocat de Vincent. « Votre avocat peut demander à consulter le document selon les procédures établies. » Monsieur Lefebvre, visiblement réticent, s'approcha du bureau de la juge. Julia observa attentivement son visage se décomposer à chaque page qu'il parcourait. Lorsqu'il retourna à son siège, il murmura quelque chose à Vincent, qui secouait la tête, incrédule. Le public dans la salle était suspendu à leurs lèvres, conscient qu'une véritable tragédie se déroulait sous leurs yeux. Des murmures étouffés et le grattement des stylos des journalistes remplissaient l'air, chacun cherchant à capturer les détails de cet échec public de Vincent. « Votre honneur »
finit par dire Monsieur Lefebvre, sa voix trahissant une perte de confiance. Mon client demande une courte pause pour examiner plus en détail les documents présentés. Madame Renaud jeta un coup d'œil à l'horloge. Monsieur Lefebvre, n'avez-vous pas demandé des informations sur les contrats de mariage lors de la préparation de votre plainte? Le silence de l'avocat en disait long. Vincent, sûr de lui, n'avait même pas mentionné l'éventualité d'un contrat de mariage à son avocat. Lefebvre semblait aussi abasourdi que son client. « Je vous accorde 10 minutes pour examiner le document », déclara la juge. « Mais je vous préviens, il s'agit manifestement d'un document juridiquement contraignant qui impacte considérablement les demandes de votre client. » Pendant la pause, Julia observa Vincent et son avocat se concerter près des fenêtres. Les gestes de Vincent devenaient de plus en plus nerveux et désespérés, tandis que Lefebvre tentait de lui expliquer les conséquences du contrat. Même de l'autre bout de la salle, Julia vit le moment où la réalité frappa Vincent de plein fouet. Son plan s'effondrait. Alix, l'avocate de Julia, profita de ce moment pour revoir ses notes et se préparer à ce qui, selon elle, serait la dernière tentative désespérée de Vincent pour contester l'accord. Il va probablement prétendre à une tromperie ou à une contrainte, murmura-t-elle avec assurance. Ces types blâment toujours les autres quand leur plan échoue, ajouta-t-elle, sûre de son analyse. Lorsque la séance reprit, Lefebvre se lança immédiatement dans des manœuvres juridiques désespérées. Votre honneur, mon client pense avoir été induit en erreur sur la nature de ce document. Madame Krovtsova l'a présenté comme une simple formalité romantique, et non comme un accord complet de protection des actifs. Madame Renaud, impassible, répondit, Monsieur Lefebvre, vous affirmez que votre client a signé un document juridique sans le lire? Votre honneur, mon client faisait confiance à sa femme. Il pensait qu'elle était honnête concernant la portée et les conséquences du document. Julia retint un rire. Vincent, qui se vantait toujours de sa capacité à lire les gens et les situations, était maintenant présenté par son avocat comme un naïf incapable de comprendre un contrat juridique. Le document est clairement intitulé « Contrat de mariage », remarqua la juge en feuilletant les pages. Il contient une explication standard du notaire concernant le droit à une consultation juridique indépendante. Votre client a renoncé à ce droit. Lefebvre, visiblement nerveux, feuilletait les documents. Oui, votre honneur. Et le notaire a expliqué les conséquences juridiques du contrat en présence de votre client, vérifiant son identité. Oui, votre honneur, acquiesça Lefebvre. La juge tourna son attention vers Vincent. Monsieur Vardon, lorsque vous avez signé ce document, quelqu'un vous a-t-il forcé à le faire? Étiez-vous sous pression? Le visage de Vincent s'empourpra de honte et de colère. Non, votre honneur, mais je pensais que c'était juste une formalité. Julia a dit que ce n'était pas important. Avez-vous lu le document avant de le signer? La question flottait dans l'air, pesante. Vincent scruta la salle, cherchant une échappatoire. Le silence s'étira, devenant presque insupportable. Monsieur Vardon, je vous pose une question directe. Vincent, après un moment d'hésitation, finit par balbutier, mais Julia a dit que c'était juste une formalité. L'expression de Madame Renaud était un modèle de désapprobation judiciaire. Monsieur Vardon, vous avez signé un document juridique sans le lire, vous avez renoncé à votre droit à une consultation juridique, et maintenant vous prétendez. La salle d'audience était plongée dans un silence pesant. Les murmures des journalistes s'étaient tus, absorbés par l'atmosphère tendue qui régnait. Vincent, assis sur le banc des accusés, ressentait une vague de satisfaction en observant l'inconfort de son ex-épouse, Julia, sous le regard perçant de la juge. Votre honneur, nous pourrions soutenir que cet accord est injuste, compte tenu du déséquilibre des forces en présence, tenta de plaider l'avocat de Vincent, un homme au regard fatigué, feuilletant frénétiquement les documents. Avez-vous pris connaissance des informations financières jointes au contrat de mariage? Interrompit la juge,
Madame Renaud, d'une voix claire et autoritaire. L'avocat, visiblement déstabilisé, consulta à nouveau le dossier. Oui, votre honneur. Mais ce document a été préparé avec soin, poursuivit la juge. Madame Krovtsova a fourni une documentation complète sur ses actifs, ses revenus et son héritage à venir. Votre client a signé une déclaration confirmant qu'il avait compris toutes les implications financières. C'est l'un des contrats de mariage les plus détaillés que j'ai vus en 23 ans de carrière. Vincent blêmit. Il avait toujours eu l'habitude de se sortir des situations difficiles grâce à son charme, mais cette fois, il était confronté aux conséquences de ses actes. La juge, avec une voix ferme, commença à lire à haute voix les clauses du contrat. Article 4.1. Tous les biens appartenant à chaque époux avant le mariage restent la propriété individuelle de chacun. Article 4.2. Tout bien reçu par chaque époux par héritage pendant le mariage est considéré comme propriété personnelle et ne sera pas partagé en cas de divorce. Vincent, qui avait déjà pâli, se mit à trembler. Cela ne peut pas être légal, murmura-t-il, suffisamment fort pour que plusieurs personnes dans la salle l'entendent. Article 6, continua la juge, concernant la pension alimentaire. Je cite, les parties n'ont pas droit à une pension alimentaire l'une de l'autre, indépendamment de la durée du mariage ou des différences de revenus. Elle leva les yeux du document, scrutant Vincent. Ce point a été paraphé par les deux parties et certifié séparément. L'avocat de Vincent, Westaud, s'affairait à prendre des notes, cherchant désespérément une faille. Mais Julia avait été prudente, s'assurant que chaque détail était en règle. « Votre honneur, puis-je prendre la parole » demanda Julia, se levant avec assurance. « Allez-y, Madame Krovtsova » répondit la juge, lui faisant signe de continuer. Lorsque j'ai hérité de ma grand-mère il y a 1 an et demi, j'ai consulté mon avocat pour m'assurer que cet héritage était protégé par le contrat de mariage. Nous avons confirmé qu'il était entièrement couvert par l'article 4.2. Les fonds ont été conservés sur un compte séparé à mon nom et n'ont jamais été mélangés avec nos biens communs. Cette déclaration fut comme un coup de tonnerre dans la salle. Vincent, qui avait toujours cru pouvoir profiter de l'héritage de Julia, se rendait compte qu'il n'avait aucune chance de revendiquer quoi que ce soit. La juge hocha la tête, visiblement satisfaite. Madame Krovtsova, avez-vous utilisé une partie de cet héritage pour des dépenses familiales ou des achats communs? Non, votre honneur. J'ai utilisé mon revenu régulier pour les dépenses du foyer. L'héritage est resté totalement séparé. Vincent explosa. C'est un mensonge. Elle a acheté des choses pour nous, elle a payé nos vacances. Monsieur Vardon, intervint la juge d'une voix glaciale, vous perturbez l'audience. Asseyez-vous immédiatement. Mais Vincent, emporté par sa colère, ne pouvait se contenir. Son image soigneusement construite d'homme accompli s'effondrait devant les yeux de tous. C'est absurde. J'ai été avec elle pendant 5 ans. Je l'ai soutenue moralement. J'ai sacrifié ma carrière. Vous avez quitté votre emploi pour dépenser mon argent, répliqua Julia, incapable de se taire davantage. Madame Krovtsova, avertit la juge, mais son ton trahissait une certaine approbation. L'avocat de Vincent tentait de le calmer, tirant sur la manche de son costume, mais Vincent était en proie à une rage incontrôlable. Elle m'a piégé. Elle m'a fait croire que nous étions partenaires. Elle m'a laissé penser que notre argent était le nôtre. Monsieur Vardon, si vous ne pouvez pas vous contrôler, je ferai appel à un huissier pour vous expulser de la salle, menaça la juge. Cette menace eut enfin un effet sur Vincent, qui s'effondra sur sa chaise, haletant de colère. Mais le mal était fait. Tous dans la salle avaient vu son vrai visage, celui d'un homme égoïste et cupide, qui s'était marié pour l'argent et qui, maintenant, jouait la victime. La juge, avec une attention particulière, poursuivit la lecture des dernières pages du contrat. La tension était palpable.
Chacun retenait son souffle, attendant son verdict. Julia ressentait une vague de satisfaction tranquille. Après des mois de manipulation et de mensonges, la vérité était enfin révélée. En vertu de l'examen de ce contrat de mariage, annonça la juge, le tribunal est prêt à rendre sa décision concernant le partage des biens. Elle retira ses lunettes de lecture et fixa Vincent avec un regard perçant. Monsieur Vardon, ce contrat de mariage est valide. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux